Bonjour et bienvenue dans notre webinaire où est-ce qu'on va discuter des mythes et des réalités concernant la cotère. Donc, on sera un petit nombre aujourd'hui pour discuter de ce sujet qui en rend plus d'un anxieux, je dirais. Et on voit beaucoup d'informations véhiculées à ce sujet qui n'est pas tout à fait toujours à jour ou de la bonne information. Donc, on sera accompagné aujourd'hui d'une experte qui va nous parler de la cotère. Donc, ce webinaire est présenté par l'Alliance Sport Études et en partenariat avec notre belle répondante Sport Études, Marie-André Dion, que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, effectivement, nous, on avait le souhait de faire ce webinaire puisque dans les échanges qu'on a avec nos étudiants et étudiantes athlètes, il y en a beaucoup qui nous parlent de la cotère, c'est un élément très important. Il y en a qui vont la regarder plusieurs fois par session pour voir si elle a changé après le résultat du quiz. Il y en a d'autres qui pensent que tous les programmes universitaires demandent une cotère faramineuse. Il y en a qui font des choix de programmes, des choix de cégep afin d'influencer positivement la cotère. On parle rarement des influences négatives sur la cotère. C'est rare que quelqu'un se souhaite de la descendre. Donc, vraiment, de notre côté, c'est ce qui a motivé la création de ce webinaire. Et puis, eh bien, c'est enregistré. Donc, tout le monde, on va être en notre meilleur comportement. Et pour ça, ben, on va avoir une petite période de questions à la fin avec Marie-André pour pouvoir échanger, là, justement, si c'est des questions précises qu'on n'aura pas couvert dans ce webinaire. Je vais vous la présenter, notre experte aujourd'hui. Pour ce webinaire, elle est toujours passionnée de la cotère, toujours ouverte à sensibiliser les étudiants et étudiantes à ce sujet. Et bien, nous, on est bien choyés de l'avoir parmi nous. C'est Marie-André Dion, qui est aide pédagogique individuelle au Cégep de Beauce-Appalaches depuis déjà 2008. Elle s'occupe du parcours collégial des étudiants et des étudiantes dès leur première session jusqu'à la diplomation, peu importe le temps que ça prendra. Et puis, ben, le rôle de l'API, c'est d'aider particulièrement ceux et celles qui ont des défis, soit dans le prolongement de leurs études, dans les échecs, dans l'annulation des cours, dans les incomplets permanents, dans les changements de programme, tout en conseillant et planifiant les sessions d'études pour que, éventuellement, ben, que les étudiants athlètes, étudiants et étudiantes, pas tous des athlètes, puissent obtenir leur diplôme d'études collégiales. Ces tâches vont de la proposition de choix de cours au contrôle des préalables, à la modification des horaires, au changement de programme, à l'application du règlement favorisant la réussite et aux demandes de substitution ou d'équivalence des cours. Elle traite aussi toutes les demandes d'admission de tous les programmes offerts sur les trois campus. Fait que ça, c'est quand même une réalité particulière d'avoir trois campus différents. Pour le secteur régulier, elle est responsable des cours d'été intensifs qui sont offerts en ligne et des cours offerts via le cégep virtuel. Ça, des fois, on se pose des questions en lien avec les cours d'été, les cours à distance, en virtuel qui affectent la cotère. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Elle s'occupe également de la confection des horaires, ce qui facilite son rôle de répondante à l'Alliance par études. Et ça fait déjà un moment que tu es répondante par études avec nous. Donc, ben, merci d'être là. On est bien heureuse de t'avoir parmi nous. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si j'endosse le mot experte, mais je m'intéresse très particulièrement à la cotère, effectivement. J'aurais peut-être pas réponse à tout. Voilà, on va essayer de faire notre possible. Selon moi, tu es notre experte. Dans mon cœur, tu es notre experte de la cotère, surtout que tu comprends la réalité des étudiants athlètes. Déjà là, on a un bon bout de fait. Parfait. Juste avant de commencer ma présentation, en fait, je vais juste compléter, Geneviève, si tu me permets, parce que Vas-y. être pédagogique, c'est oui, experte cotère, je me permets de dire que j'ai un background différent des autres qui font la même fonction que moi dans les autres collèges. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai commencé en 2005 au Cégep Beauce-Appalaches. J'enseignais la technique de comptabilité et gestion. Fait que c'est pas un parcours commun. C'est ça. Fait que, il y en a qui font Ah, c'est pour ça les chiffres. Parce que oui, j'ai un bac et une maîtrise en finance et j'ai enseigné 15 ans à l'Université de Sherbrooke la finance, justement. Fait que des fois, ils font Ah, je comprends maintenant les chiffres. Et voilà. Et donc, pour la présentation, toujours un petit stress, les enseignants, mais oui, j'aime bien partager comme j'ai enseigné quand même une partie de ma vie. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais partager. Geneviève, tu vas me confirmer que j'ai bien pesé sur le bon bouton. Super. Super. Fait que là, il faut juste que j'ai ma présentation ici. Bon, voilà.
Donc, oui, on va parler de code de rendement collégial aujourd'hui. Donc, c'est un sujet qui préoccupe la majorité des étudiants effectivement collégial. On va démystifier quelques mythes aujourd'hui, puis on va surtout se poser la question, est-ce que j'ai raison de me préoccuper à ce point de ma cotère? Parce que des fois, on questionne les étudiants, on leur demande, c'est quoi ton plan de vie? Qu'est-ce que tu veux faire à l'université? Puis souvent, tu sais, on est capable de faire, ben voilà ce que ça prend comme cotère. Oui, le programme peut être contingenté, ça ne veut pas dire que ça prend 34 comme pour rentrer en médecine. Donc, sans plus tarder, pour ceux qui sont moins familiers avec la cotère, un petit résumé ici, j'ai souligné les parties les plus importantes. Donc, c'est effectivement une méthode pour évaluer le rendement scolaire de l'étudiant au collégial dans un contexte où les jeunes suivent des cours distincts, donc des cours différents à chaque session, sont évalués par des enseignants différents dans des groupes aux caractéristiques variables. Donc, ce qu'on dit, hein, c'est que la cotère, c'est la méthode la plus utilisée par les universités pour gérer les admissions, principalement dans les programmes contingentés. C'est un prédicteur très fiable. Ça fait longtemps que ça existe, le principe de cotère. Moi-même, lorsque j'étais au collégial, la cotère existait déjà. Donc, voilà. Il faut aussi savoir là, que la cotère actuelle, quand on dit actuelle, il faut savoir qu'elle a changé. Ils l'ont peaufiné à travers le temps. Donc, la dernière modification a eu lieu en 2017. Et ce que le BCI nous dit, Bureau de coopération bureau universitaire, en tout cas, bref, ceux qui calculent la cotère et qui font des recherches et qui peaufinent le calcul, ben, ce qu'ils nous ont dit avec les dernières modifications qu'ils ont faites, c'est qu'il n'y a aucun, ça n'avantage en fait ni des avantages, aucun groupe, aucun programme, aucun établissement collégial. Donc, on le disait d'entrée de jeu, hein, il n'y a pas intérêt à choisir un programme ou un collège en pensant que j'aurai un avantage sur ma cotère. Donc, ça, c'est pour commencer, pour que tout le monde soit au même niveau. Puis, en fait, je fais une petite précision. On dit que c'est utilisé par les universités. Je veux quand même dire, parce qu'il y en a qui changent de parcours au collégial, c'est beaucoup plus fréquent maintenant. Ça peut arriver aussi que ma cotère soit utilisée si je change de programme au cégep et que ce dit programme est aussi contingenté. Donc, il faut savoir que quand j'ai un parcours collégial, oui, mes notes du secondaire comptent pendant plusieurs temps sur mon dossier scolaire. Donc, en fait, là, il faut savoir qu'effectivement, que 2 par cours, du moins au SRAC. Donc, réussi au collégial, ben, si j'ai 10 cours de fait au collégial, 10 fois 2 20 de mes notes du cégep vont compter dans mon dossier scolaire et 80 de mes notes du secondaire. Donc, on les traîne longtemps, nos notes du secondaire. Je dirais qu'au SRAM, c'est différent. Donc, je parle des deux plus grands, le service régional de la mission. Il y a aussi le SRATEL puis les collèges privés. Mais voilà, c'est qu'on parle d'université, mais ça peut aussi être utilisé, là, en fait, là, dans le calcul pour intégrer un programme contingenté aussi au collégial. Donc, si on regarde le calcul, fait que je ne veux pas vous donner mal à la tête, l'objectif, ce n'est pas d'apprendre la formule par cœur. Donc, moi, je me suis intéressée au calcul principalement, en fait, là, je ne vous l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais quand j'ai commencé à être pédagogique, j'étais dans le centre d'études de Lac-Mégantic. Même à ce jour, on a à peu près 180 étudiants. Donc, c'est un très petit campus. Et notre programme de sciences nature, hein, pour ne pas dire que c'est lui où les étudiants sont le plus stressés pour les programmes en santé, il a fallu défaire les mythes que parce que c'était de petits groupes, les étudiants étaient désavantagés, donc ne devaient pas rester à notre campus de Mégantic. Fait que j'ai travaillé fort, je fais des présentations comme celle-ci dans les classes de 5e secondaire à la Polyvalente Montignac depuis vraiment là, comme 15-20 ans pour démystifier le calcul, pour leur expliquer comment ça fonctionne, pour au moins qu'ils fassent leur choix en toute connaissance de cause. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est pas qu'on apprenne le calcul par cœur, c'est qu'on comprenne les gros morceaux, en fait, là, qui vont venir affecter la cotère. Donc, entre autres, là, la Z collégiale, donc la code Z qu'on calcule au collégial et l'indice de force de groupe, c'est les deux gros morceaux qui se compensent l'un et l'autre, dépendamment des caractéristiques des groupes. Donc, ça, on va y revenir. Sinon, donc, la cotère, effectivement, là, donc la code Z au collégial, qui est toujours calculée, mon résultat, comme si j'étais étudiante au cégep, c'est ma note moins la moyenne du groupe divisée par l'écart type, qui est la dispersion des notes par rapport à la moyenne. Donc, ça, c'est la code Z. C'est en fait le seul élément sur lequel j'ai un contrôle dans mon cours au cégep. C'est vraiment ma note. Il faut savoir que tout le reste du calcul, c'est le ministère qui le fait.
Et en tant qu'étudiant, on n'a aucun contrôle sur toutes les autres variables qui sont impliquées dans le calcul. Donc, les nouveautés, en fait, là, de 2017, quand ils ont peaufiné le dernier calcul de la cotaire, sont en rouge. Donc, on a ajouté l'indice de dispersion des groupes, donc sur les codes Z du secondaire. À ça, on additionne l'indice de force de groupe qui a changé. C'est rendu un indice de force de groupe Z. On calcule maintenant des codes Z aussi au secondaire. Et on fait plus 5 fois 5 dans le calcul. Donc, on le dit en dessous, là, les nombres 5 font en sorte que la cotaire soit positive. Donc, le plus 5, c'est parce qu'une cotaire négative, même si on avait choisi de le garder comme ça, ben ça serait pas grave, sauf que négatif, ben, on se dit que les étudiants auraient peut-être moins aimé le fait que le résultat soit négatif. Donc, c'est vraiment pour que tous les résultats soient positifs. Et le x5, donc, en fait, c'est pour ramener dans une échelle de grandeur plus grand. Donc, on pourrait avoir des coteurs qui seraient de 0 à 10. Donc, le x5 fait en sorte que c'est de 0 à 50 en théorique. Il y en a peut-être qui vont sourire. Là. 50, effectivement, c'est un maximum théorique. Je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière au cégep. On voit quelquefois tout près de 40 de coteurs, pas au global, mais bien sur un cours, des fois. Donc, ça peut arriver, mais normalement, on ne se rend pas jusqu'à 50. Donc, effectivement, c'est pour que les universités n'aient pas à se rendre à la 5, 6, 7e décimale pour départager des étudiants. Donc, comme on ramène ça entre 0 et 50, ben on peut, les universités, en fait, là, ils ne seront pas obligés de se rendre aussi loin dans la précision. Donc, souvent, hein, quand on regarde les cotères de différents programmes à l'université, on a souvent 2 ou 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est à ça que ça sert le x5. Sinon, on dit aussi que 95 des cotères se situent entre 20 et 34, moyenne aux alentours de 25. Pourquoi qu'on dit aux alentours de 25? Bien, il faut savoir que si j'ai pile la moyenne, donc mon résultat moins la moyenne, ça s'annule, donc 0, fois l'indice de dispersion donne encore 0, plus l'indice de force de groupe. Bien, l'indice de force de groupe, si on regarde un petit peu en dessous, là, ça dit entre moins 3 et 3. Donc, ça, c'est les minimums, maximum théoriques, mais en réalité, c'est plus autour entre moins 2 et plus 2. Donc, effectivement, dans le calcul, ça vient en fait, là, ça vient bonifier en fait la cote Z quand elle est positive. Mais là, si on parle de moyenne de 25, ben, on pourrait dire qu'un groupe moyen au cégep, c'est un groupe à 0 d'indice de force de groupe. Ce qui reste dans le calcul, plus 5 fois 5, donc 5 fois 5, 25. C'est pour ça qu'on dit habituellement qu'une coteur moyenne au cégep, c'est 25. On a déjà parlé de la cote Z entre moins 3 et plus 3. L'IDGZ, donc, c'est l'indicateur de dispersion des groupes. Au même titre qu'on calcule l'écart type sur la cote Z, moins la moyenne divisée par l'écart type, on peut faire la même chose sur l'indice de force de groupe. Donc, on fait une moyenne des notes secondaires de chacun des étudiants. Et en fait, on peut calculer une dispersion sur ces résultats-là, donc qui vient préciser en fait là, dans le calcul, là, ça vient départager quand les étudiants sont tous très, très, très forts et du même niveau, ça vient aider à départager là, ceux qui sont un petit peu plus forts. Puis l'indice de force de groupe, on en a parlé, donc c'est basé sur la moyenne des codes Z au secondaire des étudiants qui composent le groupe. Donc, en gros, c'est le calcul. J'espère que vous n'avez pas déjà mal à la tête, mais on va les décortiquer en fait, puis on va regarder qu'est-ce qui est important de savoir dans le calcul. Donc, les notions importantes, il faut d'abord savoir que les cotères 1 sont calculés par cours. Donc, c'est une moyenne pondérée de chacune des cotères que j'obtiendrai pour chacun de mes cours. J'en profite aussi pour vous dire tout de suite que quand on dit pondéré, c'est pondéré selon les unités que ça représente dans votre session. Donc, les unités, habituellement, là, ben, on regarde en termes de nombre d'heures. Un cours d'éducation physique, 2 heures par semaine, donc 1 unité. Des cours de 3 heures, dépendamment de la pondération, mais peut aller de 1,33 à 1,66, 2 unités. Quand on est rendu à 2,33, souvent, c'est des cours de plus de 3 heures. Fait que, bref, il faut trouver l'information. Habituellement, là, c'est possible de la trouver facilement. Sinon, vous référez à votre aide pédagogique. On a toutes ces informations-là. Donc, voilà. Fait que c'est pondéré en fonction des unités de chacun des cours. Puis de chacun des cours, quand on parle de groupe à l'évaluation, ce qui est important de savoir, puis ça, c'est souvent quelque chose que les étudiants ne se rendent pas compte, parce qu'eux sont dans une classe dans laquelle ils ont une moyenne et un écart type. Mais leur groupe à eux, si je prends Cégep Beauce-Appalaches où on a plus de groupes, bien, ça se peut que, exemple, en français, si on prend écriture et littérature, si c'est un 101, bien, moi, cette session-ci, j'ai 15 groupes.
de français au cégep, qui sont enseignés peut-être par 8 profs différents. Donc, quand on parle de groupe à l'évaluation, ben, quand j'ai un même enseignant qui enseigne 4 groupes de 601-101, donc le même groupe, à une même session, il faut savoir qu'on regroupe tous les étudiants de tous ces groupes-là pour calculer la moyenne et l'écart type. Mais l'étudiant, là, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il ne voit pas cette information-là parce qu'il a juste accès à son groupe à lui. C'est pour ça que des fois, on en a qui disent oui, mais comment ça? J'étais vraiment en haut de la moyenne. Pourquoi que ma cotère n'est pas aussi forte que je l'aurais pensé? Ben, il faut savoir que les 4 groupes de l'enseignant vont être regroupés au ministère. Donc, même si on a groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, ce que ça veut dire groupe à l'évaluation, c'est dans notre système de gestion des dossiers des élèves et de tout ce qu'on a au cégep, là, Clara, chez nous, ben, on va préciser que pour ces 4 groupes-là, le groupe à l'évaluation, c'est un groupe 1, groupe 1, groupe 1, groupe 1. C'est de cette façon-là, en fait, que le ministère, lui, il sait qu'il doit regrouper l'ensemble de ces étudiants-là. Si on parle de 30 étudiants par groupe, 30 fois 4 groupes, 120 étudiants. Donc, on recalcule une moyenne, on recalcule un écart type, et c'est sur ce groupe-là de 120 étudiants que l'indice de force de groupe sera calculé aussi. L'indice de force de groupe, hein, c'est vraiment l'ensemble des étudiants dans la classe. La force ne peut être que mesurée sur les notes du secondaire qui sont déjà connues quand on arrive au cégep. Puis quand on dit IFG modifié, là, quand on dit ici que ça a été modifié là, dans les étapes de peaufinement du calcul, c'est que maintenant, c'est vraiment que les 5 matières obligatoires ministérielles pour obtenir un diplôme d'études secondaires qui sont utilisées. Donc, on parle de français 5e secondaire, anglais 5e secondaire, mathématiques 4e secondaire. On parle d'histoire de 4e secondaire et de sciences de 4e secondaire. Donc, c'est les résultats qui sont utilisés. Pourquoi? Parce que même s'il y a plusieurs enseignants qui ont corrigé les évaluations ministérielles, il y avait quand même une base de correction semblable, donc des directives données par le ministère. Fait qu'on considère que c'est ce qu'il y a de plus juste et équitable pour déterminer la force d'un groupe parce qu'on prétend qu'ils ont tous été corrigés de la même façon. Donc, c'est pour ça que l'IFG a été modifié à travers les années. Ce qui est important de savoir aussi, hein, c'est qu'il faut avoir eu son diplôme d'études secondaires pour faire partie du calcul, la force de groupe, du calcul de la moyenne et de l'écart type. Puis là, ben, je pose toujours la question à mes étudiants quand je fais une présentation, est-ce que tous les étudiants au collégial ont un diplôme d'études secondaires? La réponse, c'est non. À l'entrée, on en a quelques-uns qu'on appelle DES-6, à qui il leur manque un maximum de 6 unités à terminer au secondaire. Ils peuvent commencer le cégep en même temps, mais ces étudiants-là, tant qu'ils n'ont pas obtenu leur diplôme, ils ne sont pas intégrés dans le calcul pour la force des groupes moyenne et type. Et j'ai aussi écrit à côté le 50% et plus. Il faut savoir aussi que quand on dit ça pourrait être un enseignant, un groupe, hein, le groupe à l'évaluation, si on a un seul groupe pendant une session donnée, ben, c'est pas parce que la moyenne que je vois est affichée dans mes résultats que c'est celle qui va être utilisée au ministère. Un, on vient de dire qu'on enlève ceux qui n'ont pas leur diplôme d'études secondaires. Et deux, il faut savoir que dans le calcul, le ministère garde seulement que les résultats de 50% et plus, donc comme note finale. Fait que les étudiants qui ont 48, 46, etc., sont retirés du calcul. Donc, sont retirés de la moyenne, sont retirés de l'écart type. Fait que si on réfléchit rapidement, là, si on retire les notes les plus faibles dans un calcul de moyenne, la moyenne va augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon écart à la moyenne, lui, diminue, parce que moi, je pensais que la moyenne était plus faible, mais finalement, elle est plus forte aux yeux du ministère. Et l'écart type, ben, effectivement, si on enlève les plus faibles, ben, l'écart type, où lui aussi diminue. Fait que là, la beauté, par contre, c'est quand on divise par un plus petit chiffre, on divise par l'écart type, par la dispersion. Donc, lui, au moins, vient booster, donc vient augmenter le résultat pour la cote Z. Mais il faut être conscient que c'est des calculs que c'est le ministère qui peut faire. Donc, tu sais, malheureusement, on ne peut pas estimer jamais de coteur. C'est vraiment quand toutes les données sont rendues au ministère que le calcul peut être fait. Donc, la CRC, une moyenne pondérée, on en a parlé tantôt, hein, c'est vraiment par cours et on fait une moyenne en fonction des unités, donc du poids de chacun des cours. Et ben, en fait, pour l'université particulièrement, là, sanction, ça veut dire diplôme dans notre langage au cégep. Donc, sanction DEC ou pas de sanction DEC, ben, il faut savoir habituellement que la majorité des étudiants qui font une demande à l'université n'ont pas de sanction de DEC. Hein. On est au mois de mars quand on fait la demande, on s'en vient. Là, début février, on a jusqu'au 1er mars pour faire les premières demandes à l'université. Donc, effectivement, à ce moment-là, je n'ai pas de diplôme d'études collégiales. Donc, il faut savoir qu'habituellement, c'est la cotère du dernier programme dans lequel j'étais inscrit, à la condition qu'il y a au moins 16 cours dans le programme de compléter.
c'est cette cotère-là qui sera utilisée pour l'université. Mais on va y revenir parce qu'il peut y avoir des petites particularités, dépendamment là, des universités, en fait, aussi, puis des programmes. Donc, mais quelqu'un qui arrêterait l'école, donc qui a son diplôme d'études collégiales, qui revient peut-être même dans un nouveau programme au cégep. Donc, il faut savoir que ce sera toujours la plus haute cotère entre le dernier programme inscrit et celui dans lequel j'ai obtenu mon diplôme. Donc, on ne veut jamais pénaliser les étudiants, on prend toujours le meilleur dans les situations, mais il faut se rappeler, puis j'ai peut-être une petite question tantôt qu'on passera rapidement dessus, mais il faut se rappeler que s'il y a des préalables dans le programme que je vise et que dans le calcul de cotère qu'on a utilisé, ils ne sont pas à l'intérieur de ce calcul-là de cotère, on va venir les ajouter dans le calcul nécessairement parce qu'il faut tenir compte des préalables des programmes s'il y a lieu. Donc, ça, c'est les notions importantes là, avant de continuer. Il faut savoir que quand on a peaufiné le calcul de la cotère la dernière fois en amenant là, les FGZ, donc calcul des codes Z, avant ça, là, juste pour votre information, le ministère avait vraiment des constantes qu'il utilisait dans le calcul. Il avait décidé qu'une moyenne générale au secondaire, c'était 75 et il avait décidé qu'un écart type normal au secondaire, moyen, était de 14. Donc, c'était vraiment deux constantes dans le calcul qui sont venues retirer en disant si on calcule les codes Z au collégial, pourquoi ne pas le faire aussi au secondaire, ce qui est plus précis, en fait, que d'utiliser des constantes dans le calcul. Donc, c'est ce qu'on précise. Hein? On dit que toutes les mesures sont exprimées en code Z, donc c'est un avantage du dernier calcul. Il n'y a plus de constantes. Ça s'appuie sur une analyse théorique qui démontre son équité. Donc, ça, en fait, il faut savoir hein, que le squelette de la cotère est le même depuis presque le début. On a juste peaufiné le calcul. Donc, on ajuste quelques petits éléments, mais la base est la même. Donc, c'est toujours une code Z. On prend toujours la force du groupe. On vient juste peaufiner le calcul. Ce qui est intéressant aussi, là, quand on dit rang caduc, la bonification automatique associée à certains programmes d'études, BI, Bac international et SLA, sciences, lettres et arts. Il faut savoir que c'est par presque les deux programmes les plus exigeants au collégial. Les étudiants les plus forts sont dans ces programmes-là. Fait quand on dit rang caduc, là, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de bonifier. Parce que sachez-le, avant 2017, tous les cours de chacun des étudiants inscrits dans ces deux programmes-là avaient une bonification de plus 0,5 sur chacun de leurs cours. Fait que quand le ministère vient nous dire on n'a plus besoin de bonifier, le calcul fait en sorte que les étudiants très forts dans un groupe homogène fort n'ont plus besoin d'être aidés pour avoir une cotère qui représente leur force. Ben, c'est qu'ils ont amélioré leur calcul en cours de route. On nous dit aussi hein, que c'est indépendant du changement de notation pouvant survenir au secondaire d'une cohorte à l'autre parce qu'on utilise les matières ministérielles. Donc, c'est l'objectif de ça. Puis on est venu, c'est ça, enlever d'autres matières qu'on utilisait avant. Maintenant, à peu près les valeurs de référence de la cotère initiale, on en a parlé. Donc, le squelette est le même. On nous dit aussi là, que vu qu'on tient compte de la force du groupe en termes de code Z, de la dispersion aussi, il n'y a plus d'avantages d'inconvénients à se trouver dans un groupe fort ou un groupe faible. Là, bon, le prochain paragraphe, là, les trois éléments sont combinés ensemble. Je veux juste, j'ai une super vidéo, là, si vous pouvez aller cliquer sur les deux liens à la fin de la présentation, là, c'est vraiment le premier, un petit bijou illustré parfaitement, un 6 minutes et demie à peu près, donc je vous conseille fortement d'aller le voir. Le deuxième, qui est vraiment très, très, très intéressant pour ceux qui s'intéressent encore plus à toutes les explications de toutes les variables. Donc, une présentation du Collège André Grasset qui décortique vraiment très, très bien le calcul de la cotère. Je vous encourage fortement à aller les voir. Donc, en fait, c'est qu'on le schématise. Là, moi, vous allez voir mes mains. Mais on sait qu'on a deux gros éléments dans le calcul de la cotère. Hein. On a dit qu'on a la cote Z, puis on a la force du groupe. Fait que quand on dit que l'étudiant qui est dans un groupe fort, qu'il ne sera pas pénalisé, il faut savoir que le groupe fort, hein, ce qu'on dit, c'est que la moyenne va être très forte. Fait que si la moyenne est forte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me démarque moins de la moyenne. Donc, mon écart à la moyenne va être plus petit parce que nécessairement la moyenne est plus forte. Ça va? Donc, ça, c'est la première illustration de ma cote Z dans un groupe fort. Ma cote Z va être plus petite. Par contre, l'indice de force de groupe, lui, on vient de dire que c'est un groupe fort. Donc, le groupe fort, ça veut dire que mon indice de force de groupe, lui, va être plus grand. Pour qu'au final, si je les additionne ensemble, voici ma coteur ici, pour qu'au final, hein, si l'inverse est vrai, si on dit l'inverse, donc l'inverse, j'ai encore mon calcul de code Z ici, le groupe est faible. Si le groupe est faible, ça veut dire que je vais être capable de plus me distinguer par rapport à la moyenne du groupe. Donc, c'est ma cote Z qui va être plus importante dans mon calcul. Puis là, on vient de dire, ben oui, mais donc la force du groupe, elle, c'est elle qui va être plus petite, pour qu'au final, là, quand on additionne les deux, dépendamment le groupe dans lequel on est,
ben, l'objectif du calcul de la coteur, c'est de faire en sorte que dans les deux cas, je devrais avoir sensiblement la même coteur. Donc, les deux éléments se compensent un l'autre, dépendamment si on est dans un groupe fort, si on est dans un groupe faible. Donc, il faut faire attention aux mythes. Là, on va en parler bientôt des mythes. Donc, normalement, le calcul fait en sorte que je suis évaluée de façon juste et équitable, peu importe le groupe dans lequel je suis. Puis on se rappelle que la seule chose que je maîtrise et que je contrôle dans le calcul, c'est ma note. Donc, c'est ma note qui va faire en sorte que peu importe dans quel groupe je suis, je devrais avoir sensiblement la même coteur. On dit en conclusion que c'est inutile, encore une fois, de choisir un collège en pensant qu'on a un avantage à y gagner en termes de coteur. Voici donc les mythes et faussetés. Premier mythe, on nous dit, en fait, mes notes du secondaire affectent ma coteur. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que mes notes du secondaire affectent ma coteur? En fait, la réponse, c'est ça dépend. Oui, ça va affecter la coteur, mais le mythe qu'on entend, c'est je ne me suis pas forcée au secondaire, j'avais des mauvaises notes au secondaire, ma coteur au cégep sera nécessairement mauvaise. Bien, la réponse à ça, c'est faux. Faux pourquoi? Parce que oui, mes notes du secondaire comptent dans le calcul de la coteur, mais si je prends tantôt mes 4 groupes de français, 120 étudiants, bien, mes notes à moi du secondaire vont compter pour 1/120e de la force de groupe de mes 4 groupes dans lesquels je suis au collège pour une session donnée. Donc oui, mes notes du secondaire vont affecter le calcul, mais pas juste mon calcul, vont affecter le calcul de tous les étudiants dans la classe. Fait qu'il faut faire attention. C'est pas parce que j'étais fort au secondaire que je vais avoir une super coteur au cégep. On vient de le dire, ça dépend de ma note. Donc, si j'arrête de travailler, bien, ça se peut que je me fasse attraper puis que je n'aurai pas une coteur que j'aurais dû avoir de par mon manque d'effort parce que c'est ma note qui fait foi de tout le calcul. Donc, faire attention à ça. On dit aussi dans les mythes, ma coteur sera nécessairement pénalisée si, et c'est pour ça que je m'y suis intéressée, si je suis dans un petit cégep, donc j'ai un petit groupe. Bien, la réponse, c'est non, c'est faux, parce que le groupe, s'il est fort, va tirer tout le monde par en haut. Le groupe, s'il est faible, je vais quand même être capable de me distinguer par rapport à la moyenne, moi, étudiant d'un petit groupe. Donc, normalement, le calcul va faire en sorte qu'on soit un grand groupe ou un petit groupe. Les chances d'avoir une super bonne coteur sont les mêmes. Puis parenthèse, je ne l'ai pas dans ma présentation ici, mais tu sais, j'ai fait pour mon cégep, j'ai fait les calculs en fait pour chacun des campus, là, Mégantic, Saint-Georges, Sainte-Marie. Donc, tu sais, je disais Saint-Georges, 15 groupes de français 101. À Mégantic, pour vous dire, j'en ai 2, puis à Sainte-Marie, j'en ai 4-5 peut-être. Donc, ça vous donne un peu les grosseurs de chacun des campus. Mais proportionnellement au nombre d'étudiants, il y a autant de chances d'avoir une coteur de 34 à Mégantic qu'à Saint-Georges, qu'à Sainte-Marie. Parce que ce n'est pas le nombre d'étudiants dans le groupe, c'est mes notes, c'est la force du groupe, c'est mon écart à la moyenne. Donc, tout ça fait en sorte que peu importe où je me retrouve, j'ai quand même une chance égale d'avoir une très bonne coteur. Groupe fort, groupe faible, je n'y reviendrai pas, on vient d'en parler, hein, c'est dépendamment un l'autre, code Z, force du groupe qui vont se compenser un et l'autre. On dit, hein, ma coteur sera pénalisée si je suis en bas de la moyenne. Il faut savoir que si je suis en bas de la moyenne, effectivement, ma code Z est négative, hein, parce que c'est ma note moins la moyenne du groupe divisé par les quartiers. Donc, ma code Z va être négative. Par contre, est-ce que ça veut dire que ma coteur sera nécessairement catastrophique parce que je suis en bas de la moyenne? Bien, la réponse, c'est non, pas nécessairement. Parce qu'on vient de dire que ce n'est pas le seul élément du calcul. J'ai aussi la force du groupe dans le calcul. Donc, par exemple, dans mes cours de sciences, particulièrement, parce que c'est là qu'on trouve habituellement les étudiants les plus forts, bien, même si je suis en bas de la moyenne, si le groupe est très, très fort, je peux avoir une très bonne coteur quand même. Donc, juste pour vous dire, là, des échecs en sciences nature, parfois, on voit même des coteurs de 24 sur un cours en échec en sciences nature. Puis, on vient de dire au départ que 25, c'est la coteur moyenne. Fait que, tu sais, c'est pas à cause de je suis en bas de la moyenne, ça dépend des autres caractéristiques dans le calcul. Donc, ça, c'est une chose. Donc, il faut savoir que même si je suis en bas de la moyenne, ça ne veut pas dire que ma coteur va être catastrophique. Et on s'est aussi intéressé à je prolonge mon cheminement scolaire parce que la majorité d'entre vous, c'est pas 100% des étudiants, du moins au Cégep Beauce-Appalaches, mes étudiants Alliance par études, j'en ai plusieurs qui prolongent leur parcours. Mais j'en ai aussi que malgré le 20, 25 heures, 30 heures de sport dans la semaine, choisissent de faire leur programme, par exemple, Sciences Nature en 2 ans. Mais il faut savoir que si je prolonge mon cheminement scolaire, ben, ma coteur ne sera pas pénalisée. En fait, ça dépend juste des efforts que je vais mettre sur chacun de mes cours. Fait que, nous, on dit toujours attention à nos étudiants, qu'ils soient
alliance par études ou non. Prolonger le cheminement, avoir moins de cours à chacune des sessions, c'est super bon en soi. Ça dépend juste de ce que je fais, du temps que j'ai à l'extérieur. Dans votre cas, ça devrait être pratiquer mon sport. Normalement, vous devriez être très, très organisé à cause de ça. Donc, normalement, ne devrait pas pénaliser votre coteur parce que vous allez mettre tous les efforts dans chacun de vos cours à chaque session. Ce qu'on dit aux autres étudiants, c'est attention, si tu prolonges pour travailler, que tu as moins de temps pour tes études, on revient à la même situation de départ que si j'avais gardé mon prolongement sur le nombre de sessions initiales. Mais il faut savoir que c'est pas que de prolonger un parcours qui fait en sorte que je serais pénalisée sur ma coteur. Et petite parenthèse, je ne suis pas retournée m'assurer de ce que je vais dire là, mais normalement, avant, là, la seule université pour qui il fallait faire attention de ne pas prolonger pour être admissible en médecine était McGill. Et depuis, j'ai envie de dire, quelques sessions, quelques années, je crois que ce n'est plus un problème non plus à McGill. Puis en fait, bien, à vous, chers étudiants, normalement, de par votre statut Alliance par études, faisait en sorte que de toute façon, à McGill, il en tenait en compte, donc vous n'étiez pas pénalisé de toute façon pour ça. Mais pour pratiquement toutes les universités maintenant au Québec, que j'ai fait mon cégep en 4, en 6, en 8 sessions, normalement, c'est la coteur qui vont regarder pour vérifier si je suis admissible ou pas dans mon programme. En plus, j'allais appuyer ce que tu dis. Je confirme, il n'y a plus d'université, il n'y a plus de programme qui demande un délai de diplomation. Et comme tu l'as mentionné à McGill, il y a même un formulaire spécifique à remplir pour les athlètes qui explique pourquoi ils ont pris plus de temps pour graduer. Puis ils peuvent même indiquer son espoir, élève, élite ou excellence. Dans le temps, il y avait même une coche pour Alliance par études. Fait que c'est vraiment plus un élément là, important. Comme tu l'as mentionné, l'idée, c'est d'avoir la meilleure note possible. Donc, si pour toi, c'est de prendre moins de cours et d'allonger ton cheminement, ben ça va être ça la solution. Puis l'université ne va pas en tenir compte là, tant que tu as les préalables. Voilà, fait que ça, c'était une belle nouvelle, on était contents, mais comme tu l'as dit, habituellement, McGill, c'était vraiment pour les étudiants non athlètes, que eux, c'était impossible avant de rentrer, mais maintenant, c'est possible pour tout le monde. Donc, il nous en reste 2 petits mythes. Un résultat de 90% et plus garantit une coteur de 33 et plus. Donc, j'ai déjà eu des collègues qui me posaient des questions en lien avec ça. Oui, mais tu sais, on peut tout dire que si on a plus que 90%, c'est sûr que la coteur va être super bonne. Mais la réponse, c'est non. Puis en fait, tu sais, quand on dit la coteur peut être prédite avec le résultat et la moyenne du groupe, là, ça rentre aussi dans ça. J'ai 90, la moyenne est plus faible. Peux-tu prédire, ça va être 33, 34 de coteur? La réponse, c'est non. Puis, tu sais, je me considère pas experte peut-être dans mon milieu à moi. Là. Je confirme qu'au Cégep Beauce-Appalaches, je maîtrise le mieux la coteur, donc c'est toujours moi qui en parle. Et je connais tellement le calcul que jamais je me prononcerai de dire à peu près voici la coteur qu'on peut estimer. Pourquoi? Ben, si vous m'avez suivi depuis le début de la présentation, la seule information qu'on connaît vraiment, c'est la note de l'étudiant, mais c'est une variable dans un calcul très complexe. Fait que, tu sais, la moyenne, est-ce que c'est vraiment la moyenne que le ministère va utiliser? On l'a dit tantôt, les notes en bas de 50 ne sont pas dedans, DES ne sont pas dedans. La moyenne, c'est quoi la moyenne? Je ne la connais pas. Il faut que toutes les informations soient connues pour qu'on sache c'est quoi la vraie moyenne du groupe. L'écart type va être en conséquence des résultats aussi. Fait qu'on ne peut pas estimer l'écart type non plus. La force d'un groupe, on est zéro capable de l'estimer. Juste faire une parenthèse, avant les derniers peaufinements du calcul, quand il n'y avait pas l'indice de dispersion là, qui multipliait la cote Z, bien, nos enseignants en mathématiques s'amusaient avec leurs étudiants en maths, en sciences, à trouver l'indice de force de groupe, à l'isoler dans le calcul, puis c'était possible. Si on avait un étudiant qui avait pile la moyenne, on était capable de faire. Mais là, maintenant, comme il y a un indice de dispersion des codes Z au secondaire qu'on ne connaît pas, parce que toutes ces informations-là, c'est le ministère qui les possède avec les codes permanents de chacun des étudiants, ben, on ne sait pas non plus la force du groupe. Est-ce qu'il est très groupe? Est-ce qu'il est très fort, le groupe? Pardon? Est-ce qu'il est plus faible? Tout ça vient influencer vraiment le calcul. Tu sais, quand je faisais mes présentations, moi, à ma polyvalente, ben, je leur montrais des résultats concrets d'étudiants. Voici la note qu'il y a eu, voici la moyenne, voici la coteur qu'il a obtenue à ce moment-là. Ben, par exemple, j'ai un étudiant qui avait eu 80 dans un cours de biologie en sciences nature. Sa coteur était de 36. Ça prend-tu 90 pour avoir une coteur de 33? Non, pas nécessairement. Est-ce que parce que j'ai 92 en éducation physique, je vais avoir nécessairement une coteur exceptionnelle?
Mais la réponse, c'est non. Ça dépend de la moyenne. Peut-être que le groupe était fort avec la moyenne. On regroupe tous les étudiants des cours de formation générale, oubliez-le pas, là, c'est pas juste des étudiants dans le même programme, c'est tous les programmes du cégep confondus qui peuvent être dans un groupe de formation générale. Donc, actuellement, la force du groupe va être plus faible. Donc, je dois compenser par ma code Z d'avoir un meilleur écart à la moyenne. Fait que tout ça fait en sorte que même un 92% en éduc, jamais je garantirai, oui, il va y avoir 33 de cotère parce que tu as un très bon résultat. Fait qu'il faut savoir qu'on ne peut pas estimer, on ne peut pas supposer de quelle sera une cotère tant que le calcul ne se fera pas. Donc, je veux quand même qu'on retienne que ça ne prend pas des résultats extraordinaires pour avoir une cotère et ce n'est pas parce qu'ils sont très bons que la cotère va suivre non plus. Donc, faire attention à ça aussi. Sinon, ben, je me permets aussi de dire, parce que oui, on se préoccupe beaucoup, beaucoup de la cotère. Puis là, ben, désolé pour les universités de Montréal, vous comprendrez que nous, en région, ben, les deux principales où j'ai sorti l'information, c'est l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke. Mais c'était aussi pour faire la lumière que pour plusieurs programmes en santé, ce n'est pas que le dossier scolaire qui va être regardé. Donc, habituellement, il y a un test Casper qui doit être fait. Casper va aussi avoir un pourcentage dans le calcul du dossier scolaire. En médecine, ben, on voit qu'à Laval, une fois qu'on est sélectionné, ben, c'est 100% des entrevues pour la sélection finale. Donc, ce n'est pas en fonction de la cotère. Oui, le premier tri. À Sherbrooke, on voit que la deuxième étape, ben oui, 60% les entrevues, mais ils gardent encore 40% pour le dossier scolaire. Donc, il faut savoir que, puis toutes les autres, là, 70-80, 20-30% pour le Casper, ben, il faut donc savoir que oui, ça prend une bonne cotère, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que j'ai une cotère pour rentrer dans un programme que je vais être admis nécessairement, parce que ce n'est pas que ça que les universités recherchent. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas nécessairement la cotère qui va m'assurer de rentrer dans le programme dans lequel je veux appliquer. Ensuite de ça, donc, est-ce qu'on peut espérer être admis dans un programme universitaire? Donc, petite question quiz. En ayant échoué des cours au collégial? Ben, la réponse, c'est oui. Puis si vous ne le saviez pas, en fait, c'est ce que je viens de préciser ici. Sachez que les premières sessions, tous les étudiants à leur première session collégiale, s'ils ont un échec sur un cours, ben, c'est 25% des unités que ce cours-là va compter dans le calcul de moyenne pondérée. On l'a dit, hein, c'est par cours selon les unités. Je prends toujours le meilleur exemple. Éducation physique, c'est le plus simple à calculer. 1 unité, 0,25. Si j'échoue mon cours d'éduc, ben, il va compter pour 0,25 unités à la première session. Tous les échecs subséquents pour toutes les sessions futures, c'est 50% des unités. Donc, si j'échoue mon cours d'éduc à une deuxième session, ben, il va compter pour 0,5 unités dans le calcul. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut retenir que tout cours échoué au cégep doit être repris. Donc, tout cours échoué va compter plus que 100% des unités qu'il était. Parce que là, exemple, mon éduc, je dis 0,25 première session, je l'ai échoué, je le refais, je réussis 1 unité. Mon éduc 1 a compté pour 1,25 unités au lieu d'1 unité. Fait que ça, il faut être conscient de ça aussi, mais ça fait aussi en sorte que transition secondaire cégep, le ministère a quand même dit on veut moins pénaliser les échecs de la première session. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en transition, qui se font rattraper, que c'est court une session, c'est pas sur une année de secondaire. Donc, il faut savoir que c'est ce que le ministère a mis en place jusqu'à maintenant. Et j'attire votre attention, hein, les programmes ne sont pas tous contingentés. Fait qu'on en a plusieurs qui sont très, très, très insécures par rapport à leur cotère. Et ce n'est pas vrai dans toutes les universités. Mais le programme de génie, peu importe la discipline qu'on prend, c'est pas vrai qu'il est super contingenté partout. Fait que, les étudiants en sciences nature sont inquiets. Pourquoi? Ben, parce qu'on leur a toujours dit qu'il fallait être inquiet, que c'était important la cotère, puis que pour être admis à l'université, ben, qu'il fallait avoir une bonne cotère. C'est pour ça qu'on précise aussi, là, les programmes ne sont pas tous contingentés. Fait que je leur fais toujours l'exemple de si tu veux aller enseigner au primaire préscolaire, oui, le programme est contingenté. Dans le passé, il était contingenté presque partout à 24 de cotère. Donc, c'est un petit peu en bas de la cotère moyenne, si on se rappelle, cotère moyenne 25. Et, ben, vous êtes au courant comme moi de la pénurie qu'on vit dans le monde de l'éducation actuellement. Ben, présentement, les cotères pour rentrer en enseignement primaire préscolaire sont autour de 21,7, 21,5. Je vous confirme qu'il faut avoir échoué des cours pour avoir une cotère de ce niveau-là au cégep. Fait qu'est-ce que je ne peux pas rentrer dans un programme parce qu'il est contingenté et que je n'ai pas une bonne cotère? Bien, la réponse, c'est non. Ça dépend, du contingentement. Et il y a plusieurs programmes, effectivement, qui ne sont pas contingentés. Fait que quand vous faites des recherches, parce que la clé, c'est ça, là, faites vos recherches, intéressez-vous, allez vérifier sur les sites des universités. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver là. Est-ce que mon programme est contingenté? S'il n'est pas dans la liste,
c'est parce qu'il n'est pas contingenté. Si j'ai les préalables, je vais être accepté. Donc, intéressez-vous au programme et allez voir sur les sites des universités qu'est-ce qu'il y en est pour chacun des programmes. Ensuite, cours d'un DEC non complété. On dit que, est-ce que les cours, en fait, si j'ai changé de programme, est-ce qu'ils vont être pris en compte, là, les cours que j'ai faits? Ce qu'on voit souvent, hein, c'est j'ai commencé en sciences nature, je ne termine pas mon sciences nature, je m'en vais en sciences humaines, ce n'était pas ce que je pensais. Est-ce que mes échecs de sciences nature vont me pénaliser pour toujours? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend dans quelle université je vais postuler. Ça va? Parce qu'habituellement, ce qu'on dit, c'est que les universités vont prendre la cotère du dernier programme dans lequel j'étais inscrit, à la condition que j'ai au moins 16 cours de réussite dans ce programme-là. Donc, habituellement, mes échecs de sciences nature vont finir par disparaître parce que je vais avoir assez de cours en sciences humaines pour avoir une cotère programme en sciences humaines. Je vais par contre avoir une cotère globale pour l'ensemble de tous les cours que j'ai fait au secondaire. Au cégep, pardon. Donc, oui, la cotère globale inclut tous les cours qui ont été faits. Et donc, ben, je vous l'annonce tout de suite. McGill, oui, qui pénalise plus pour le prolongement des études, mais McGill, qui sur tous ses programmes prend une cotère globale. Donc, pour McGill, si j'ai changé de programme, ça ne leur dérange pas. Ils prennent vraiment une cotère globale sur tous les cours. Et en plus de ça, même, ils vont aller chercher des cotères spécifiques sur des cours de sciences, des cours de mathématiques. Donc, encore une fois, on s'intéresse, on va voir. C'est tout écrit sur leur site web. Donc, assurez-vous d'aller regarder. Mais donc, ça dépend quel programme, ça dépend quelle université. Est-ce que les cours d'un DEC non complétés vont être utilisés ou pas? Puis sachez qu'au cégep, quand on fait des substitutions, par exemple, souvent ce qui va arriver, c'est qu'un étudiant va avoir fait des cours dans un programme, change de programme, les complémentaires ne sont pas encore faits. On peut faire des substitutions qu'on appelle. Donc, on remplace les cours complémentaires par des cours déjà réussis dans un autre programme. Il faut savoir que pour qu'un cours compte dans le calcul de la cotère, il faut que son objectif soit un objectif compétence du programme. Donc, par exemple, si j'ai fait un cours de bio en sciences de la nature et que j'ai fait une substitution sur un cours complémentaire dans la discipline de biologie, bien, la cotère ne suit pas parce que l'objectif en sciences nature n'est pas le même qu'un objectif de cours complémentaire. Donc, ça, c'est une chose. Donc, il faut savoir que la cotère, elle ne suit pas. Puis des fois, les étudiants, ils font « Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire, la cotère, elle ne suit pas? » Ça veut juste dire là, que le cours il est considéré comme réussi. Il n'y a pas de cotère associé à ce cours-là. Ça veut dire qu'il n'augmente pas mon dossier scolaire, puis il ne diminue pas mon dossier scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais 32 de cotère, bien, quand j'ai fait la substitution, c'est comme si j'avais eu 32 de cotère aussi pour mon cours complémentaire. Il n'affecte pas ni à la hausse ni à la baisse. Il fait juste garder ma cotère telle quelle. Donc, ça, c'est important de le savoir aussi. Fait qu'il faut que l'objectif soit vraiment un objectif du programme pour qu'il soit pris en compte. Puis, je vais peut-être devancer une question, mais dans mon diaporama, mais j'en profite aussi pour vous dire que, attention, si ce cours-là qu'on a utilisé comme substitution, qui n'affecte pas le calcul, est un préalable que j'ai besoin à l'université, bien, n'oubliez pas qu'ils vont rajouter ce préalable-là dans le calcul de la cotère, bien sûr, si c'est un préalable du programme dans lequel je m'inscris. Ensuite, double deck. Donc, nous, chez nous, on a des double decks en sciences humaines langue. On a sciences de la nature, arts visuels, sciences de la nature, langue. Donc, il y en a peut-être qui sont inscrits dans des double decks ailleurs, dans d'autres collèges au Québec. Donc, quel cotère va être utilisé si j'ai deux decks? Donc, si les deux decks, bien, on l'a dit tantôt, hein, ils ne pénalisent jamais le dossier d'étudiant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la meilleure cotère entre les deux programmes. Par contre, n'oubliez pas qu'on vient de le dire, la cotère peut être différente là, pour chacun des programmes sélectionnés. Pourquoi? Parce que dépendamment, si je prends un exemple de sciences, nature et arts visuels, si mon programme d'art visuel a la meilleure cotère versus sciences, nature, je ne suis pas certaine que ce serait le cas, mais mettons que ce serait le cas, et que notre étudiant choisit de s'inscrire dans un programme d'art plastique et un programme de sciences, nature, santé, génie, peu importe, bien, il faut savoir que si sa cotère était plus élevée en art plastique, pour le programme d'art plastique, c'est cette cotère-là qui va être utilisée pour l'admission parce que c'est la plus élevée entre les deux. Pour le programme en santé, ça va être aussi la cotère d'art visuel parce qu'elle est plus haute, exemple, qui sera utilisée. Par contre, n'oubliez pas, on vient de dire qu'il faut ajouter tous les préalables du programme. Fait que si c'est un programme en santé, ben, ils vont prendre la cotère d'art visuel, mais ils vont venir tout ajouter les cours préalables au programme qui sont en santé. Donc, ils vont refaire un calcul. Fait que ça se peut très bien que
pour 2 programmes différents dans lesquels je fais application à l'université, que ça ne sera pas la même cotère qu'ils vont utiliser pour mon dossier dans les 2 programmes. Donc, ça aussi, c'est important à le savoir. Fait que voilà pour les doubles decks et les programmes différents. Ensuite, pas de cotère. Donc, ça, dans nos petits cégeps, c'était souvent là, ce qui inquiétait les étudiants. Fait que pourquoi il n'y a pas de cotère? Fait que sachez que ça prend toujours au moins 6 notes en haut de 50 pour que le calcul soit fait. Donc, sinon, la moyenne des quarts types ne tient pas la route. Fait que c'est la raison pour laquelle il n'y aurait pas de calcul de cotère là, pour certains cours. Donc, on s'entend, là, c'est pas une cotère, pas de cotère au complet. Comme elle est pondérée sur chacun des cours, s'il y a un des cours, malheureusement, qu'on n'était pas plus que 6 étudiants à avoir 50 et plus, il n'y aura pas de cotère qui sera calculé pour ce cours-là. Habituellement, le cas, nous, au cégep, c'est 99,9999 et non, ce n'est pas 99 de cotère, mais bien qu'il n'affecte pas le calcul. Fait que ça revient à peu près au même que les substitutions qu'on parlait tantôt. Le cours est réussi, n'affecte pas ni à la hausse ni à la baisse le calcul. Donc, c'est ce qui pourrait arriver si on n'a pas suffisamment d'étudiants pour que les moyennes et les quarts types, au point de vue statistique, tiennent la route. C'est plutôt rare. Il y a des très, très petits collèges, donc oui, ça l'arrive, et pas dans tous les cours, dans certains cours. Donc, sachez-le, c'est la raison pour laquelle il n'y aurait pas de calcul qui se ferait dans ce cas-là. Ensuite, changement de cotère. Donc, il faut savoir là, que le ministère calcule 4 fois par année pour les 6 derniers trimestres. Donc, les 6 dernières sessions, le calcul est refait à chaque fois. Donc, le dernier calcul qui a été fait, c'est le calcul officiel. Bien, je pense qu'il est fait. Là, on est quand même le 6 février, 5 février. S'il n'est pas fait, il s'en vient, là, parce que le calcul provisoire à la mi-janvier, c'est un calcul provisoire. Donc, lui a été fait le 16 janvier dernier. Donc, le calcul officiel va se faire, si ce n'est pas déjà fait, là, très, très prochainement pour la session d'automne. Mais ils recalculent hein, automne, hiver. Ils font toujours les 6 derniers trimestres à chaque fois qu'ils recalculent. Fait que, on dit est-ce que les données peuvent avoir changé? Mais la réponse, c'est oui. Habituellement, c'est très minime. Je n'aurai pas un très grand écart entre 2 calculs de cotère pour un même cours. Mais s'il y a une révision de note qui a eu lieu et qu'une note a changé, ben, la note est rendue au ministère. Il va refaire un calcul de moyenne des quarts types, donc peut avoir un impact sur la cotère de tous les étudiants du groupe. On pourrait retirer un étudiant incomplet permanent. Donc, l'étudiant est en échec, on retire l'échec du calcul. Dépendamment, l'échec est à combien? Hein? Si vous m'avez suivi pour la présentation, ben, un échec à 48 si on le retire, ça n'a pas d'impact sur le calcul parce qu'il a été retiré du calcul en bas de 50 mais un échec, par exemple, à 54 a un impact dans le calcul de la cotère. Si on transforme en incomplet permanent, bon, on vient de toucher à la moyenne de l'écart type. Donc, sachez que les cours, le calcul de cotère pour chacun des cours pourrait changer un petit peu. C'est la raison, en fait, pour laquelle ils calculent toujours les 6 derniers trimestres à chaque fois. Donc, voilà. Donc, mi-janvier, calcul provisoire. Février, c'est le calcul de la session d'automne. Mi-juin, le calcul de la session d'hiver. Et en octobre, c'est le calcul de la session d'été. Sinon, ben voilà, dans la présentation, vous aurez les liens. Là. Le premier, c'est mon petit vidéo de 6 minutes 30 environ, là, qui schématise vraiment toutes les explications sur la code Z de la force du groupe. Là, c'est vraiment un petit bijou. Donc, je le présente toujours à mes étudiants de secondaire 5 parce que c'est là qu'ils font ça fait des liens dans leur tête avec tout ce que je leur ai donné comme information. Donc, ça fait un beau résumé, en fait, là, de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et le deuxième, c'est vraiment là, la présentation d'une trentaine de minutes d'une conseillère d'orientation, je crois, là, du Collège André Rasset. Et si vous êtes intéressé à la cotère, si vous voulez vraiment comprendre tous les éléments du calcul, c'est vraiment la meilleure présentation que j'ai trouvée jusqu'à maintenant là, sur Internet. Donc, je pourrais vous dire que je la considère comme une experte elle aussi, peut-être un peu plus que moi, même si je m'y intéresse quand même vraiment beaucoup à la cotère. Donc, je vous conseille fortement, en fait, là, c'est pas beaucoup de temps à consacrer là, pour vraiment comprendre vraiment tous les astuces, toutes les informations des changements qu'ils ont fait, pourquoi ils les ont fait, puis qu'est-ce que ça a comme impact. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça pour compléter, en fait, vos informations sur la cotère. Puis sinon, ben voici, hein, c'est pas moi qui ai inventé le calcul de la cotère, donc une petite médiographie, ça vient vraiment, bon, voilà, Bureau de coopération interuniversitaire. C'est ce que ça veut dire le BCI. C'est eux qui peaufinent à chaque fois le calcul. Donc, ma présentation était basée, bien sûr, sur tous leurs calculs qu'ils ont fait, les modifications, tout ça. Fait que voilà pour la présentation sur la cotère.
Donc, j'espère que je n'ai pas trop causé de mal de tête aux personnes qui s'étaient joints à nous. Mais sinon, voilà, j'espère que ça aura démystifié du moins un peu là, ce qu'on entend puis ce qui fait en sorte là, qu'on fait la compréhension n'est pas bonne pour penser ça. Donc, voilà. Hey, merci Marie-André, c'était vraiment complet, puis vraiment clair, puis aussi tu sais, de dédramatiser un peu les éléments qui l'impactent, puis aussi ben, le pouvoir que les étudiants et étudiantes ils ont sur leur cotère, là. En fait, tu contrôles uniquement ta note puis les efforts que tu mets dans ton cours. Donc, ça, je pense que c'est rassurant. Puis, j'ai bien aimé quand tu as dit, ben, des fois, les étudiants sont juste stressés parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils se stressent à propos de la cotère, mais qu'ils ne savent pas exactement pourquoi ils devraient être autant stressés. Surtout si tu n'es pas trop certain du programme d'études que tu veux faire à l'université. Rendu là, tu fais juste te stresser parce que ça te tente, en fait. Effectivement. Puis, tu sais, parenthèse, je ne l'ai pas dit au moment de la présentation quand j'ai parlé des échecs, mais tu sais, je suis tellement transparente que moi, à chaque fois, je le dis à mes étudiants, moi, j'ai fait Pure and Applied Science à Saint-Laurent il y a de cela vraiment plusieurs années. Et j'ai refait mon calcul 2, calcul intégral. Tu sais, moi, je me fiais toujours passer un petit peu les examens corrects. Je me suis fait ramasser à l'examen final. J'ai dû reprendre ce cours-là. J'ai eu un échec dans ma vie au cégep. Est-ce que j'ai scrappé ma vie avec ça? Ben non. J'ai fait 2 bacs et une maîtrise. Je ne l'ai pas dit tantôt. J'ai commencé par un bac en informatique de gestion. Mais tout ça pour dire, plus souvent, je dis ça, fait que même, je sais maintenant que c'est mon prof de maths au secondaire aussi, il renchérit, j'ai échoué un cours de physique, moi, au cégep. Fait que, quand on en parle, ben, il y en a plusieurs qui font hey, moi aussi, puis tu fais comme ben ma vie n'est pas finie parce que j'ai eu un échec au cégep. On est capable de se reprendre, c'est un cours, c'est une portion du calcul sur l'ensemble de tous les cours qui vont être utilisés pour faire le calcul. Fait que, tu sais, il faut aussi dédramatiser ça, là, que, tu sais, les échecs, ça arrive, on se retrousse les manches, on compense avec le reste de notre parcours, puis ça fait en sorte que, tu sais, c'est correct quand même, puis on va être capable quand même de bien réussir notre vie malgré des échecs qu'on pourrait avoir eus, là. Oh mon Voilà. Dieu, assurément. Puis c'est rare, tu sais, que les gens, même dans une entrevue d'embauche, les gens ne vont pas te demander au cégep, as-tu eu des échecs? Tu sais, c'est pas quelque chose qui est discuté une fois que tu as le diplôme, que tu sais, c'est comme pour appliquer en médecine, c'est plus que juste ton dossier scolaire ou les diplômes que tu as eus. Ensuite, c'est ta personnalité, le fit avec la compagnie, tes ambitions, tu sais, il y a plein de choses qui viennent en impact. Là, fait que, effectivement, de se rappeler que c'est juste un cours, c'est juste une période de notre vie. Après, une fois qu'on a le bout de papier, on passe à l'autre étape, on essaie de rentrer dans nos programmes. Mais fait que moi, j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui veulent poser des questions. Moi, il y en avait une que je t'en ai demandé au début du webinaire. C'était justement tu sais, les cours d'été, les cours à distance, les cours virtuels. Des fois, on se fait poser cette question-là. Là, ah, j'ai pas voulu faire de cours d'été. J'avais peur que ça impacte négativement ma cotère. À ma compréhension, ça serait un mythe, mais j'aimerais quand même te Oui. laisser l'expliquer. C'est sûr que c'est un mythe. Surtout, ben, on va parler autant de cégep à distance que de cégep virtuel. Donc, cégep virtuel, on était à 10 cégep membres au départ. On est rendu vraiment plus de cégep que ça aujourd'hui. Mais nous, on était là dès le début. Puis, il faut savoir qu'un cours à cégep virtuel, c'est un cours dans une classe en ligne. Mais on est 30, 32, ben, ça dépend des cours. Là. J'ai des cours de maths qui sont 18. Mais tout ça pour dire que c'est une classe semblable à ce qu'on a dans un collège. Donc, puis avec des étudiants qui oui, peut-être, tu sais, là, les mythes. Oui, peut-être qu'il y en a qui vont dire, oui, mais là, s'ils sont inscrits à ce cours-là, c'est parce qu'ils l'ont échoué pour qu'ils le reprennent. Tu sais, ils ne rentrent pas dans l'horaire de jour. Mais il y en a que c'est pour en avance, qui vont aller le faire parce qu'ils ont une petite session, ils ont planifié, puis là, finalement, le cours ne s'offre pas. Ils vont le prendre en avance. Est-ce qu'ils sont nécessairement faibles? Non. Puis là, on vient de le dire, oui, mais même s'ils étaient faibles, même si c'est des étudiants qui étaient en échec puis qui reprennent le cours, ben toi, si t'es fort, t'es pas pénalisé. L'indice de force de groupe va être plus faible, mais ton écart à la moyenne, si tu es vraiment très, très bon, devrait compenser le fait que le groupe va être faible. Fait que c'est vrai autant pour les cours en présentiel dans nos cégeps que pour les cours en ligne à cégep virtuel. Les cours d'été, ben, aussi dans les cégeps de Montréal, il y a des cours, je pense que la majorité sont en présence maintenant dans les cégeps. Nous, au STRAC, on a encore quelques cégeps qui ont gardé la formule en ligne. Je te dirais que ça fait très, très, très longtemps, nous, qu'on offre des cours en ligne. Fait qu'avant, c'était moitié-moitié, mais on ne se cachera pas que depuis la pandémie, ça a été l'ensemble des cours qui ont été offerts en ligne, intensifs. Chez nous, c'est 3 semaines. Donc, c'est vraiment un cours de français, 4 heures par semaine, 15 semaines dans une session régulière. Bien, l'été prochain, ça va être 4 heures par jour, 15 jours, et le cours est terminé. Puis, c'est encore une fois
32, 34 étudiants du Québec qui sont regroupés dans ce cours-là en ligne, qui auront des calculs moyennes, cotère et quantité. Le cotère va se calculer sur la moyenne, sur les quantités, sur la force de groupe. Fait que dans tous les cas, tu sais, c'est toujours de se dire que le groupe soit faible, que le groupe soit fort. C'est ma note qui fait le calcul, puis que si je suis très, très fort, donc ma codite va compenser. Si le groupe était très fort, ben peut-être même que je vais être en dessous de la moyenne, mais la force de groupe va tellement être bonne que ça va venir compenser le calcul. Tu sais, parce qu'on disait tantôt, là, rapidement, là, moins 3, 3, indice de force de groupe. En moyenne, c'est plus moins 2, 2, dépendamment de la force du groupe. Mais mettons que c'était 2, là. Ben, 2 plus 5, 7. 7 fois 5, 35. Fait que juste ce calcul-là amène une coteur de 35 si la force du groupe est très forte. T'sais. Fait que tout ça se relativise, ça dépend vraiment des étudiants qui composent le groupe. Sinon, pour terminer, cégep à distance. Cégep à distance, c'est sûr que c'est plus particulier parce que c'est pas un groupe de 30 quelques étudiants, on le sait. Ils ont des très longues périodes, en fait, là, d'inscription. Donc, qui changent. Je pense que l'hiver, là, c'était du 15 novembre de mémoire au 15 avril. L'été va être du 15 avril au 30 juin. Puis du 1er juillet vraiment au 14 novembre, c'est la session d'automne. Fait que les inscriptions sont en continu. Puis au fur et à mesure qu'on rajoute du monde dans le groupe, hein, vous comprendrez qu'ils vont finir par affecter la moyenne des quantités. Puis là, ben, j'imagine que la majorité des étudiants Alliance par études le savent. Un cours, c'est 6 mois les devoirs. On peut payer 2 mois pour avoir 40 $ pour avoir 2 mois de plus. On est rendu à 8 mois pour les devoirs. On a 3 mois pour faire l'examen final. On peut payer 40 $ de plus pour avoir 1 mois de plus. On est rendu à 10 mois pour faire un cours à cégep à distance. C'est pas pour rien non plus que le calcul se fait 4 fois par année et qu'on recalcule les 6 derniers trimestres parce qu'on veut rattraper tout ce monde-là dans le calcul aussi de la cotère. Fait que oui, il y aura un calcul qui sera fait. Oui, il sera sur un nombre habituellement plus élevé d'étudiants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils vont afficher une moyenne. Je ne veux pas m'avancer trop. Là, est-ce que c'est une moyenne au fur et à mesure que ça se compense ou je crois que c'est une moyenne sur un groupe antérieur? C'est la raison pour laquelle sur leur site, ils mentionnent très clairement que ce n'est pas la moyenne affichée sur leur groupe qui est utilisée aux fins de calcul de la cotère. Parce qu'il faut qu'il y ait une base de référence pour les étudiants. Mais c'est au fur et à mesure qu'on ajoute des notes que le calcul se fait. Fait que cégep à distance, c'est particulier aussi. Puis, ben, je peux pas parler du cégep à distance sans avoir une belle pensée pour Dominique Geneviève, donc notre répondante qui était un Absolument. amour pour l'ensemble de tous les cégeps du Québec. Donc, une belle pensée pour Dominique aujourd'hui. Mais oui, absolument, absolument. Mais ça, c'est intéressant, puis je pense que ça en clarifie quelques-uns que justement, les notes au cégep à distance, ils ne rentrent pas toutes à la même date, là, comme un cégep en présentiel, que tout le monde, la session, elle a fini le 20 décembre. Au cégep à distance, là, si tu prends le temps d'utiliser toutes les extensions, tu vas finir ton cours bien plus tard que certains, surtout si tu l'as commencé vers la fin des dates d'inscription. Fait qu'effectivement, que ça va être modifié. Puis un élément que tu m'as fait part quand on préparait ce webinaire, moi, j'avais pas pensé à ça. C'est quelqu'un qui échoue un cours à 58 ou quelqu'un qui le réussit à 62, ils vont avoir sensiblement la même cotère attachée à ce cours-là. Puis ça, pour moi, on dirait que dans ma tête, c'était tellement grave d'avoir un échec sur l'impact sur ta cotère que je m'étais jamais attardée que, effectivement, mettons que tu passes à 60 puis que ton voisin, il échoue à 59, à l'écart entre les deux. L'écart à la moyenne est semblable dans les deux cas, effectivement. Dans un cas, c'est sûr que dans un cas, ben, la cotère, elle compte pour 50 si le cours est en échec. Dans l'autre cas, il compte pour 100 je ne peux pas le reprendre parce qu'il faut savoir aussi qu'au cégep, une fois qu'un cours est réussi, impossible de le refaire. Versus à l'université, si on le fait, on n'est pas satisfait de la note, même si on a passé le cours, on peut se réinscrire au cours et on aura la nouvelle note sur le cours qu'on a fait, mais au cégep, c'est pas possible. Fait que, tu sais, puis là, je vais aussi défaire un mythe que j'en ai des fois que quand ils entendent ça, ils font es-tu en train de me dire que je serais mieux d'échouer mon cours à 58 que de le passer à 62? Mais là, il faut toujours relativiser. Là. C'est un cours sur 50 unités, peut-être, que peut-être que la cotère, c'était plus faible un peu. Puis stratégiquement, là, je veux dire, comment tu veux planifier d'échouer juste à 58 puis pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, la planification, c'est réussir ton cours. Là, quand tu es rendu à planifier un échec en pensant que ça aura un impact moins négatif sur ta cotère, là, on est rendu loin dans l'imagination. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier, une fois qu'on dit ça, il faut que tu le reprennes, le cours. Il va être en surplus à une autre session. Que ce soit 45 heures, 60 heures, c'est un temps que tu n'as pas pour mettre dans tes autres cours puis avoir une meilleure note dans tes autres cours. Fait que, on ne peut pas juste penser sur un seul cours. On a plusieurs cours dans une session.
un nombre d'heures à faire, ben, ça a de l'impact sur tous les autres cours si j'ai un cours de plus, parce que j'ai tout ce temps-là de moins à consacrer à ces cours-là. Fait que quand on dit que j'ai un contrôle juste sur ma note, ben, faites tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Puis si j'ai un conseil à donner à tous les étudiants qui vont nous écouter ou nous réécouter, à chaque fois, c'est tu contrôles que tes notes. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose que tu n'es pas certain, va voir tes enseignants. C'est fou, là. Il y en a plein, c'est comme oui, mais non, ça me gêne, oui, mais non, je ne sais pas s'il est là, oui, mais non. Oui, mais c'est la seule façon que tu puisses avoir un meilleur résultat. Profites-en, ils sont là pour ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est une barrière qu'on essaie de défaire, puis on pousse le plus possible nos étudiants à aller à la rencontre des enseignants. C'est eux qui corrigent, c'est eux qui vont évaluer, donc qui vont décider ce qu'ils mettent dans l'examen. Fait que souvent, quand on pose des questions, des fois, le prof est en tête ce qu'il va évaluer, puis ça se peut qu'il nous aide, qu'il nous pisse. Fait que, tu sais, il faut profiter de ces ressources-là qui sont vraiment super importantes au cégep. Fait que, allez les voir, posez des questions. Ça, c'est sûr que c'est la meilleure stratégie pour avoir un impact sur ma note à moi. Puis on sait que c'est la seule que je contrôle. Fait que voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Poser des questions. Assurément. Puis je pense que si le prof il réalise qu'il y a 8 étudiants qui viennent poser la même question, il va réaliser, oh, peut-être j'ai pas bien expliqué cette portion-là, puis il va la revoir dans le cours suivant aussi. Là. Ça s'ajuste également. Ça, c'est une des questions. Je te dirais peut-être un dernier mythe que je te partage, que moi j'ai déjà entendu aussi, c'est je vais annuler mon cours parce que je veux pas le suivre avec cet enseignant-là, ça a l'air qu'il est sévère. Fait que ce cours-là, je vais choisir un autre enseignant qui est moins sévère en espérant, tu sais que ça ait finalement un impact sur ma cotère. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à un étudiant qui te dirait ça? Ben, en fait, tu sais, moi, je dirais, être un peu touchée à ta question, mais c'est sûr que j'irais plus loin, là, tu sais, parce qu'on en a, là, pour ne pas en nommer, mais il y en a dans tous les cégeps, des profs qui ne sont pas disponibles, qui répondent pratiquement pas aux questions, qu'on sent qu'on les dérange quand on va les voir. C'est pas la majorité, heureusement. Fait que c'est sûr que, tu sais, si on fait tous les efforts puis qu'on voit que ça ne marchera pas, ben oui, peut-être que je suis déjà prolongée, que oui, peut-être que de leur prendre, mais en même temps, je vais leur prendre, Geneviève. Est-ce que c'est certain que j'aurai un autre enseignant quand je vais le reprendre? La réponse, c'est non. C'est pas certain que je vais réussir à avoir un autre enseignant la prochaine fois, tu sais. Puis nous, il y a des cours que c'est un seul enseignant, fait que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, tu n'auras pas le choix, tu vas finir par passer dans sa classe, tu sais. Fait que c'est sûr que à chaque fois, nous, on dit l'étudiant est maître de son cheminement. Nous, on est là pour l'épauler, pour l'accompagner, pour justement qu'il se rende à la diplomation. Un étudiant qui veut annuler un cours, nous, on explique les impacts, on regarde qu'est-ce que ça va avoir comme impact l'année prochaine. Oui, tu enlèves un cours, ça fait un cours de sciences de plus l'année prochaine. Tu vas être 5 cours au lieu de 4 cours de sciences. C'est-tu vraiment un impact? C'est-tu vraiment ça que tu veux? Si la réponse est oui, peu importe la raison, que ce soit, bon, j'ai moins d'affinité ou le prof est plus difficile ou peu importe, ben, au bout du compte, l'étudiant qui annule un cours, on ne peut pas aller contre la décision de l'étudiant. C'est lui qui est maître de son parcours collégial. Mais est-ce que parce qu'il est sévère, que la cotère va nécessairement être pas bonne? Ça, la réponse est non, par exemple. Parce que normalement, il est sévère avec tous. Fait que tous vont être corrigés de la même façon. Tous, la moyenne peut-être qui est plus faible. Est-ce qu'une moyenne plus faible fait en sorte que la cotère est plus affectée? Non. C'est la cote Z qui a l'impact. Mais il va y avoir la force du groupe, qui est dépendamment groupe fort, groupe faible, qui va venir compenser aussi. Fait que, tu sais, notre préoccupation, nous, c'est juste qu'il soit corrigé dans le groupe de façon juste et équitable. On espère. Est-ce que c'est toujours le cas? On ne peut pas le savoir, mais on souhaite que nos enseignants soient juste et équitables avec tous les étudiants de la classe. Et si c'est le cas, qu'ils soient sévères ou pas, ben, la moyenne, c'est plus élevé qu'un enseignant qui est moins sévère. Ben, ton écart, la moyenne, va peut-être être plus petit aussi, là. Parce que tout le monde va être plus fort, parce que le prof est moins sévère. Fait que, tu sais, on souhaite juste que les enseignants aient corrigé de façon juste et équitable parce que le calcul est fait de façon juste et équitable. Fait que, voilà. Excellente réponse, puis j'apprécie que tu mentionnes que ça affecte le suite, tu sais, d'annuler un cours, ça affecte la suite de son cheminement. Puis ben, moi, j'ajouterais à ça qu'à l'université, le prof, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, souvent dans ton programme, c'est toujours le même prof qui donne le même cours. Puis dans la vie aussi, là, tu sais, ton patron, il est peut-être plus sévère dans l'emploi que tu vas avoir ou tes coéquipiers, peu importe. Ça fait un peu partie de l'apprentissage, là, de la vie adulte, là, de gérer avec des profs qui ont peut-être moins d'affinité. Je vois que Nathalie elle a une question, donc j'irai avec sa question, puis après ça, on pourrait peut-être terminer.
Oui, c'est par rapport à l'indice de force du groupe. C'est pour le même cours avec le même enseignant ou c'est le même cours au cégep? Faut qu'il y ait le même enseignant, OK. effectivement. Fait que si un même enseignant donne, puis le même numéro de cours, on s'entend, là, tu sais, je peux avoir des enseignants qui enseignent français 101, français 102. C'est vraiment tous les 101 vont être regroupés s'ils enseignent plus qu'un groupe en 101. Fait que par exemple, j'ai peut-être un enseignant qui a 3 groupes de 101, un groupe de 102. Bien, le seul groupe de 102 qu'il y aura, ce sera ce 30 étudiants-là qui sera dans son calcul de groupe pour la coteur. Parce que c'est le seul qui enseigne 102 à ce groupe-là. J'ai peut-être d'autres enseignants qui ont plusieurs groupes de 102, mais c'est vraiment pour chacun des enseignants, le même numéro de cours à une même session va être regroupé ensemble. C'est vraiment là, à ce niveau-là. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui font mais cette classe-là est plus forte que l'autre. Ouais, mais tout le monde est regroupé au bout du compte ensemble. Fait que, tu peux pas juste penser sur oui, mais mon groupe de mon ami est plus fort, mon groupe est plus faible. Oui, mais c'est le même prof. Nous, la moyenne est 75. L'autre groupe, la moyenne est 68. Oui, mais ils vont être regroupés tous ensemble, les étudiants, pour le calcul. Fait c'est ça qui est difficile, puis c'est ça qui est peut-être mal compris aussi là, par les étudiants, parce que c'est complexe. On ne se cachera pas, là, c'est complexe le calcul de la coteur. Merci. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci. Ben, merci Marie-André. Wow, moi j'ai tellement apprécié ce moment, puis la clarté des explications, les exemples que tu as mis en place, puis ben, assurément, moi je te confirme que tu continues à faire ces présentations-là dans ta région, c'est sûr que tu en éclaires plus d'un. Puis ben, ça doit les soulager, tu sais, moi c'est ce que je leur souhaite aux étudiants, étudiantes, c'est de prendre une grande respiration, là, puis d'être moins stressé, de profiter de leur expérience au collégial. C'est vraiment un moment qui passe quand même rapidement. Donc, c'est ça, d'arriver à en profiter pour faire des liens, s'explorer, mieux se connaître, puis tout ça, développer leurs habiletés d'adultes là, responsables, là, sans trop s'inquiéter de l'avenir. Voilà. Merci. Fait que je vous remercie à tous et à toutes de ceux qui participaient et autrement, mais à ceux qui pourront le réécouter. Et on se retrouve bientôt. Bonne journée. Merci. Bye bye.